est temps maintenant de lancer la seconde remise de prix, le prix du leadership 2021. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, et Didier Pitlet, fondateur de la maison et président de notre cercle. Alors Pierre-Henri, le magazine Challenge, a récemment sorti une étude très complète sur l'état d'esprit des Français. La démocratie est-elle en crise ou est-elle en danger? Et puis comment expliquer ce French paradoxe où notre état d'esprit est peut-être en berne alors que l'économie rebondit? Alors, c'est effectivement le troisième volet d'une très grande enquête qu'on a lancée avec l'Institut Harris Interactive en septembre, auprès d'un panel de 10 000 Français, ce qui est énorme, ce qui est assez rare de faire. Donc c'est un gros investissement pour nous, mais on avait vraiment envie de sonder les cœurs et les reins des Français après les Gilets jaunes, pour le Covid, etc. Cette abstention record quand même qui nous avait beaucoup frappé aux dernières élections régionales. Et donc effectivement, le troisième volet était sur la démocratie. Et on retrouve encore et toujours ce French paradoxe. Les Français ne vont pas voter, ne font que critiquer leurs élus, détestent les politiques, mais ils sont extrêmement attachés quand même à la démocratie et considèrent que c'est le pays le plus démocratique du monde devant la Suisse. Donc toujours ce paradoxe, on le retrouve tout le temps. Les Français sont très malheureux collectivement, la France va très mal, est en déclin, mais individuellement, ils sont plutôt heureux dans la vie. Et donc, on est au cercle du leadership, ça nous amène à une réflexion sur comment, d'abord, comment on peut diriger un pays comme ça. Ça, on se demande, mais généralement, ça ne se termine pas bien, parce que je rappelle que les présidents sont rarement réélus. Mais surtout, comment on peut avancer, un pays comme ça peut avancer. Et en fait, il n'avance que par... d'abord, il avance, contrairement à ce qu'on dit, et il fait des embardées au moment des crises. Il faut qu'il y ait des moments de paroxysme extrême pour que le pays bouge, et bouge très vite. Ça a été le cas quand on regarde l'histoire de France, ça s'est construit comme ça. Donc voilà, c'est intéressant en termes de gestion de crise, une forme de leadership à ce moment-là est absolument indispensable pour tirer notre pays qui n'est pas si malheureux que ça. Donc. Merci Pierre-Henri. Didier, le cercle du leadership se démarque depuis plusieurs années par les sujets, l'originalité des sujets qu'on y aborde. Le pouvoir et les influences, le temps, les énergies cette année, et même jusqu'à l'envie, puisque l'année prochaine, ça sera le thème de travail du collectif. Alors en quoi est-ce que ces sujets, en particulier dans ce cas l'envie, alors non seulement l'envie d'avoir envie, comme disait quelqu'un, mais aussi l'envie de donner envie aux autres, en quoi est-ce que cette envie de donner envie fait vraiment partie, peut-être plus qu'avant, des qualités d'un leader aujourd'hui? Alors, tu as raison de souligner que le cercle du leadership, depuis toujours, pratique et aime les pas de côté. C'est-à-dire qu'on n'emboîte pas le pas des modes, mais on va au contraire défraîchir des sujets qu'avec les membres, on estime être profondément authentiques et utiles au leadership. Alors, c'est vrai que l'envie, c'est non seulement une qualité, mais c'est sûrement le postulat du leadership. L'envie, c'est être en vie. Et donc, de fait, dans cette époque qui a été d'ailleurs explicitée aussi par nos lecteurs, qui impose une grande intériorité aujourd'hui, que ce soit individuelle ou collective, on a de plus en plus besoin de se reconnecter à ses envies profondes. Et cette reconnexion, c'est ce qui fait justement la différence entre de simples dirigeants et des vrais leaders. Parce que c'est assez impressionnant de constater à quel point les dirigeants, en règle générale, ont du mal à réfléchir avec leur cœur. Or, l'envie, d'où elle vient? Elle vient du cœur. Elle nourrit la raison, elle dynamise évidemment les tripes, mais sans envie, il n'y a pas de leadership, bien évidemment. Et donc, le vrai sens du leader, c'est finalement de mettre la vie en mouvement. Et c'est ce qui nous plaît dans ce projet au Cercle du Leadership pour 2022, bien évidemment. Merci Didier, merci Pierre-Henri. Merci à vous deux.
Alors, je vous laisse maintenant découvrir avec nous les nominés et le ou la lauréate du prix du leadership 2021. Prix du leadership. Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo. La subtile alliance du travail, de la rigueur et de l'intelligence rationnelle, un leadership reconnu au service de l'excellence sur fond de modestie. Stéphane Bancel, PDG de Moderna. Le patron visionnaire, figure de la crise sanitaire, promet que la technologie ARN messager est sur le point de révolutionner la pharma, d'éradiquer des maladies et de prévenir des cancers. Guillaume Canet, acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Perfectionniste, impulsif et insatiable, au-delà de ses multiples casquettes et succès, l'acteur n'hésite pas à s'engager comme récemment pour le monde agricole, cause qui lui tient à cœur. Pascal Demurger, DG du groupe Maïf. Dirigeant engagé et audacieux, à la tête de l'une des premières grandes entreprises à mission, il défend un modèle d'entreprise qui met l'engagement au service de la performance. Carlos Tavares, DG de Stellantis. Par la subtile alliance du travail, de la rigueur et de la vision stratégique, le stratège à l'esprit de compétition acérée est à la tête du 6e groupe automobile mondial. Et le prix du leadership 2021 est attribué à Pascal Demurger. Bienvenue, monsieur Demurger. Merci. Alors, je vous remets votre prix quand même. C'est officiel. Merci infiniment. C'était terrible. Merci beaucoup. Merci à la fois aux organisateurs, merci au jury. J'avoue que quand je vois la liste des nominés, quand même, je ne suis pas sûr de comprendre le choix du jury, mais on pourra en reparler. Alors, je voulais juste vous poser une petite question puisqu'on est au cercle du leadership, ouais. Qu'est-ce qui caractérise votre propre leadership et quelles sont les qualités qu'il faut avoir par ces temps, on va dire, à la fois un peu figés, où tout s'accélère, bref, où tout peut basculer? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a deux choses principales. En tout cas, c'est le fruit de mon expérience, je dirais. Alors, ça tombe bien, je crois, au sujet du sens. Hein, vous parliez de l'énergie du sens. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous disiez, monsieur Arquache. J'ai été très, très marqué par ce que vous disiez. Et j'ai bien aimé l'anecdote sur les tailleurs de pierre. Et ça m'a rappelé une pièce de Paul Valéry qui est l'annonce faite à Marie. Et dans l'annonce faite à Marie, il y a un personnage qui s'appelle Pierre de Craon et qui est précisément bâtisseur de cathédrale. Et il a cette phrase qui, je crois, décrit bien la question du sens. À un moment donné, dans la pièce, il dit à quoi sert de construire une route s'il n'y a pas une cathédrale au bout? Et je crois que ça résume parfaitement ce sujet du sens. Le sens, c'est quoi pour moi? C'est au fond être capable de créer une aspiration collective, créer une espèce de quête commune, et finalement montrer que on peut rendre possible, on peut rendre accessible un monde désirable. Et si on arrive à partager ça avec son collectif, déjà on a créé une dynamique, on a créé un mouvement et déjà il se passe quelque chose. Et puis je pense que le deuxième aspect,
C'est la question de la confiance, et là c'est plus dans une relation interpersonnelle avec chacun des collaborateurs de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise. Et la question de la confiance est à la fois bien sûr la confiance que l'on accorde à ses collaborateurs, et c'est elle qui les fait grandir évidemment, mais c'est aussi la capacité de leur donner confiance en eux-mêmes, finalement de les rendre capables, hein, et de les convaincre qu'en effet ils peuvent contribuer précisément à cette aspiration commune. Alors justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, je suppose que dans votre parcours de manager, vous avez dû également vous adapter à l'évolution du temps, à l'évolution des collaborateurs, des nouvelles générations. Qu'est-ce que vous avez dû adapter dans votre leadership ? Je pense que j'ai absolument tout changé. Oui. Je pense que j'ai tout changé. Moi, j'ai pris la direction de cette belle entreprise qu'est la Maïf en 2009. Ça fait déjà quelques années. Et j'étais un dirigeant, j'allais dire, hyper classique, m'attachant énormément à des KPI chiffrés, regardant les tableaux de bord et n'étant pas capable de voir que derrière les tableaux de bord, en fait, il y a l'essentiel, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui juste font l'activité de l'entreprise. Et puis, j'ai progressivement pris conscience de deux choses. La première chose, c'est la responsabilité que l'on a en tant que dirigeant ou en tant que manager, d'une manière générale. Et cette responsabilité, c'est tout simplement la responsabilité que l'on a parce que, par son comportement, par la manière dont on va diriger, par la manière dont on va manager, on va faire en sorte que les gens autour de soi sont plus ou moins épanouis. Et quand on se rend compte qu'on a cet impact sur les personnes qui travaillent avec nous, on ne peut plus fuir ces responsabilités. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et on a évidemment le devoir, l'exigence de faire en sorte qu'en effet, il puisse être épanoui grâce, à travers, en partie, son propre management. Et puis la seconde chose dont je me suis rendu compte, c'est que précisément, si on essayait d'adapter son management pour permettre l'épanouissement de ses collaborateurs, alors on va faire tout ce qu'il faut pour que les gens soient épanouis. Et qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir en réalité deux choses. On va obtenir évidemment qu'ils soient effectivement plus épanouis, parce qu'on crée les conditions pour ça, mais on va obtenir aussi un niveau d'engagement infiniment plus élevé. Parce que dans une entreprise, quand vous arrivez à aligner les aspirations, les attentes des collaborateurs avec la stratégie, les intérêts de l'entreprise, quand il n'y a plus aucune contradiction, aucune tension entre les deux, alors vous dégagez une puissance absolument fabuleuse, parce que les gens s'engagent, il n'y a plus de force de frottement, plus rien ne limite finalement ce mouvement. Donc vous avez trouvé votre cathédrale sur votre chemin, alors. En tout cas, je la cherche, mais c'est elle qui m'inspire. Merci. Sur un plan plus, on va dire plus personnel peut-être, c'est vrai qu'on dit souvent que les leaders sont conduits, les dirigeants sont conduits à changer le monde des autres, le monde de leurs clients. Mais il faut aussi parfois probablement laisser aussi le monde nous changer. Donc je dirais, même à titre personnel, qu'est-ce que le fait d'avoir dirigé, d'avoir été leader, qu'est-ce que ça a changé en Pascal Desmurger au fil des années ? En tout cas, le fait d'avoir compris deux ou trois choses sur ce sujet du leadership, sur ce sujet de l'alignement, le fait de ne plus être en tension entre, d'une part, les décisions que l'on prend, la stratégie que l'on détermine, et ses propres valeurs, ses propres convictions, cet alignement est extraordinairement fécond. Et cet alignement, c'est une source d'apaisement, de sérénité, de force aussi, je pense, qui est absolument considérable. Donc s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est précisément la puissance de cet alignement et qui permet, je crois, de faire des choses assez extraordinaires en réalité. Merci. Alors une dernière question, Pascal Desmurger.
quel est l'équilibre ou le déséquilibre indispensable à votre énergie? Comment la stimulez-vous? Comment la préservez-vous? Alors pour moi, ce serait plutôt du côté de l'équilibre. Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, il y a précisément ce sujet de l'alignement. L'alignement crée de l'énergie, ou plus exactement, le désalignement détruit énormément d'énergie. Quand on est en tension, quand on sent que une décision qu'on a été amené à prendre n'est pas complètement raccord avec ses propres convictions, quand il y a un doute dans son esprit, quand on n'est pas totalement certain de la décision qu'on a prise, ça mange énormément d'énergie. Donc il y a ce sujet de l'alignement, et puis il y a évidemment, et c'est d'une certaine manière une validation d'ailleurs de cet alignement, il y a tout simplement le retour qu'en font les autres. Et lorsque l'on sent qu'effectivement une décision a été bien accueillie, qu'elle crée un assentiment fort, là aussi, évidemment, ce retour génère énormément d'énergie. Peut-être juste un exemple. Un exemple qui finalement est relativement récent, qui date du premier confinement en 2020. On s'en souvient tous, mi-mars 2020, du jour au lendemain, confiné chez nous. Un soir, j'étais pas très loin de chez moi, on n'avait pas le droit d'aller loin de chez soi. J'étais précisément au croisement du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes. Et d'habitude, boulevard Saint-Germain, rue de Rennes, il y a une circulation absolument pas possible. Et là, c'était un spectacle assez étrange. Il n'y avait pas une voiture, ni sur le boulevard Saint-Germain, ni sur la rue de Rennes. C'était quelques jours après le début du confinement. Et là, je me suis dit, mais en tant qu'assureur, évidemment, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de voiture dans les rues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a prélevé des primes d'assurance, alors que, par hypothèse, il n'y aura aucun accident et on n'aura aucun sinistre à payer. Et donc, quelle est la légitimité de conserver ces primes d'assurance? Et quelques jours plus tard, on a pris la décision de rembourser nos assurés de l'équivalent de 2 mois de primes d'assurance correspondant à la période de confinement. C'est évidemment une décision compliquée. On se parle de 100 millions d'euros. C'est pas extrêmement facile de décider comme ça, de faire un geste de cette nature. Et en même temps, à la fois, nous avions collectivement la conviction que c'était juste, une décision bonne, qu'elle s'imposait avec la force de l'évidence. Et par ailleurs, cette décision a créé en interne, dans le corps social de l'entreprise, un tel assentiment. Moi, j'ai reçu des centaines de messages dans les semaines qui ont suivi, de collaborateurs s'excusant d'abord d'écrire directement parce que ce n'est pas une pratique très courante, et exprimant tout simplement leur fierté de travailler dans une entreprise capable de prendre une décision de cette nature. Oui, dans des circonstances comme ça, à la fois cet alignement d'un côté et l'adhésion et le retour des équipes de l'autre, ça crée une énergie qui est absolument folle. Merci. Merci à vous. On va prendre la photo. Venez On va faire une petite photo. On va faire la photo, voilà. Merci. Merci à tous. Merci Merci à tous. Bravo.